Salut les petits cotylédons, je suis heureuse de vous retrouver pour cette plus ou moins première vidéo où je vais vous parler un peu de la nature. Alors j'avais envie de commencer tout simplement avec un peu nous, quand on entre, je veux dire quand on se met face à un paysage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout à coup on voit des choses. Alors il y a l'homme, il y a nous, l'observateur on va dire, qui a aussi été évidemment un intervenant dans la manière dont ce paysage s'est formé. Et on en parlera un peu plus après. Il y a la végétation qui va peut-être nous frapper. On va dire, tiens, il y a telle plante, il y a telle plante. Tiens, je vois des arbres, tiens, je vois de l'herbe, je vois des fleurs. Bon, il y a des animaux. Si on se penche un peu plus sur la vie qui circule, qui est plus mouvementée, on va dire, parce que les plantes, évidemment, sont moins mouvementées que les animaux. On va avoir des insectes, on va avoir des oiseaux, on va avoir des petits mammifères, des gros mammifères parfois aussi. Ça dépend des paysages, évidemment, qu'on est en train d'observer, hein, tout simplement. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est cette idée que finalement, un paysage, c'est pas simplement, tiens, je vois un étang, ou je vois une lande, je vois un champ, c'est pas juste un élément, deux éléments, trois éléments. C'est vraiment cet agencement, ce melting pot, finalement, ce mélange de toutes ces interventions. Et il n'y a pas que ça, en fait. Il y a la végétation, évidemment, il y a les animaux, évidemment, il y a l'être humain, évidemment. Mais il y a aussi le climat qui va jouer. Il y a aussi, parce qu'en fonction de l'ensoleillement, en fonction du vent, en fonction de la pluie, et d'ailleurs les réseaux hydrologiques plutôt, sont importants parce que en fonction de comment l'eau va circuler dans la terre, comment elle va être projetée par le vent sur les roches, est-ce qu'elle est présente parce que c'est la mer, est-ce qu'elle est présente parce que c'est un étang, est-ce que c'est une mare, est-ce que c'est un ruisseau, est-ce que c'est un fleuve, est-ce que c'est simplement la pluie, ou bien est-ce que ce sont des grêlons, de la neige. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être finalement structurant pour un paysage. On va avoir les roches aussi, évidemment, qui vont vraiment être marquées par tous les événements traversés au fur et à mesure de l'histoire. Et parce que l'histoire d'un paysage, on va dire dans le temps comme dans l'espace, comme dans son interaction aussi avec tout ce qui vient jouer dessus. Tout ça, c'est ça qui fait un paysage. C'est pas simplement, tiens, je vois un paysage et puis il a toujours été comme ça. Pas du tout. Et d'ailleurs, il est toujours en mouvement. Un paysage, et la nature au sens large, ne connaît pas l'arrêt, le stop. Il n'y a que mouvement. Et la vie est un mouvement, tant au niveau de l'humain que tout ce qui est vivant, en fait. Les végétaux sont en constant mouvement. Et même lorsque la mort vient, eh bien, il y a toujours un mouvement qui vient. Un tronc d'arbre qui tombe, enfin un vieil arbre qui tombe, par exemple, va donner lieu à une vie extraordinaire de petits êtres, de petits insectes, de petites bêtes qui vont venir prendre possession des lieux, dégrader peut-être ce tronc ou l'habiter, ou pour doucement le transformer. Et la vie ne s'arrête jamais. Et ce paysage, il est construit parce que la vie ne s'arrête jamais. Il est construit de ça. Il ne faut jamais penser qu'on est face à un paysage qui est fixe. Les paysages ne sont jamais fixes. Et et c'est vraiment une belle représentation de ce que sont, je dirais, ces évolutions au cours du temps de tout ce qui réside sur cette terre, finalement. Paysage, c'est un mot qui est assez récent, il date du XVe siècle. Et c'est un mot, en fait, qui, au fur et à mesure, dans l'histoire, a un peu évolué.
Parce que dans les premiers temps, il était surtout utilisé pour dire que dans les tableaux, on mettait quelque chose, on mettait un fond derrière les portraits. Mais c'est aussi lié, ce mot paysage, hein, évidemment, à une région, à un lieu, à un pays. C'est quelque chose qui, normalement, est porteur, justement, d'une histoire, de l'histoire d'un lieu, de l'histoire de ses habitants, de l'histoire de sa faune, de sa flore, oui, ce que je vous disais, de son climat. Par exemple, s'il y a eu de grosses averses, hein, s'il y a eu de gros orages, hein, et que tout à coup il y a eu des inondations terribles, des submersions, évidemment que ça va changer le paysage. Ça peut crevasser des zones, parce que ça emporte la terre. Mais ces sédiments, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller peut-être plus bas. Et s'ils vont plus bas, évidemment qu'ils vont changer encore les paysages, en fait, tout du long. Parce que peut-être qu'un étang va se combler, parce qu'il y aura une sédimentation qui va se faire suite à cette énorme pluie qui s'est faite en montagne, on va dire. Et ces crevasses qu'on va retrouver, eh bien, cette matière qui a été déplacée, elle est allée quelque part. Elle va disparaître à un endroit, aller à un autre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit. Hein. Alors, c'est vrai que voir un paysage, hein, souvent on n'a pas immédiatement cette vue-là. Souvent on va juste profiter peut-être de la beauté, de la poésie d'un lieu, ce qui est quand même essentiel, je crois, vraiment important. Mais ce n'est pas uniquement ce qui le structure, hein, ou en tout cas ça ne permet pas d'en voir toute l'ampleur. Parce que si cette beauté, cette poésie peuvent naître, c'est parce qu'il y a évidemment les bonnes circonstances pour créer ce paysage. Il y a eu dans le passé et il y aura dans le futur ces transformations constantes qui passent inaperçues parfois à l'œil nu lorsqu'elles se produisent lentement et qui sont parfois beaucoup plus violentes lorsque, imaginons, je ne sais pas, qu'il y ait un tremblement de terre, tout à coup il y a des grosses modifications, puis y avoir une faille qui se fasse, hein, pour un volcan par exemple aussi, hein, évidemment que d'un coup on le voit, hein, qu'il y a eu une transformation du paysage, un tsunami, voilà, des choses très violentes, mais il y a d'autres choses qui se font dans les petits détails, une pierre par une pierre, un caillou par un caillou, un brin de terre par un brin de terre, et une racine qui pousse. Par exemple, petit à petit, si justement voilà, la terre est charriée de la montagne par les pluies, les étangs peuvent se combler, petit à petit ils perdent de la superficie. Et ça ne se voit pas comme ça d'un mois pour l'autre. Mais si on prend sur 20 ans peut-être, ou 30 ans, ou 100 ans, on va vraiment voir cette transformation qui advient. Pardon. Donc voilà, alors on a l'homme qui est au milieu, comme ça, parce que nous, on a l'habitude de regarder toujours du point de vue de l'homme, puisque c'est nous l'observateur. Mais même si on le met souvent au milieu, il n'est pas vraiment... il n'est pas toujours, en tout cas, le plus... Il n'est pas le point phare. Il est inclus dans un écosystème, il est inclus dans une évolution. Alors c'est vrai que ces dernières années, l'homme a quand même pas mal transformé le paysage, ne serait-ce que parce qu'il a construit des infrastructures, parce qu'il a coupé énormément de forêts. Quand on voit avec l'apparition de la viticulture, oui, on a... ou avec, je dis la viticulture parce que dans la région Languedoc, elle est quand même prégnante, mais évidemment, il y a eu des moments où c'est qu'on a commencé à faire pousser des céréales, on a eu des moments où on a exploité les champs, etc. Et tout ça, c'est vraiment des moments cruciaux dans l'évolution des paysages, et pas que dans ma région d'ailleurs, c'est partout dans le monde en fait, l'homme tout à coup a transformé, a mis sa patte et a commencé à diligenter, je dirais, ce que la nature avait mis en place. Mais il n'empêche que la nature n'est pas exempte d'influence aujourd'hui, parce que l'homme a beau faire ce qu'il veut, quand un fleuve se déverse et déborde, l'homme il a beau essayer de cadrer,
le coincer, l'obliger à passer par un certain lit. Parfois ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, la nature reprend en partie ses droits. Et on voit parfois des catastrophes de ce genre. Ici, moi, j'avais envie de vous faire juste comprendre qu'il y a différents points lorsqu'on regarde un paysage. Si je suis un botaniste, si je suis une botaniste, je vais regarder les plantes, je vais regarder avec précision les petits détails qui les constituent, la manière dont elles poussent les unes auprès des autres. Pourquoi ? Et puis je vais peut-être comprendre que ce sont des indicateurs de ce qu'il y a dans le sol, de ce qu'il n'y a pas, de peut-être certains animaux aussi qui ont pu porter les graines, etc. Si je suis une personne plutôt intéressée par l'ethnologie, je vais peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené les populations à s'installer dans telle zone ou pas, qu'est-ce que j'ai amené, par exemple, si j'ai amené des graines qui étaient normalement sur une autre parcelle de la planète, une autre région ou un autre pays, comment est-ce que c'est arrivé jusqu'ici, qu'est-ce qu'on en a fait, comment on l'a utilisé, pourquoi, quelle importance ça a pu avoir dans nos vies. Si je suis, je sais pas moi, si je suis géologue, je vais m'intéresser aux pierres qui constituent ce paysage. Est-ce que c'est calcaire? Est-ce que c'est du grès? Est-ce que c'est du schiste? Est-ce que c'est... Et quel impact ça a, ou comment ça a été creusé par le temps, par toutes ces marques finalement des ères qu'on a traversées, les ères glaciaires ou autres. Parce que tout ça, ça a un impact aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis une historienne, je vais essayer de m'intéresser dans ce paysage. Est-ce qu'il y a des vestiges? Est-ce qu'il y a des traces du passé? Est-ce qu'il y a des choses qui vont me donner envie je ne sais pas, d'étudier ce paysage, comme un archéologue par exemple aussi, ou je ne sais pas. Il y a cette recherche en fait des traces du passé. Si je suis géographe, je vais essayer peut-être de délimiter des zones. Tiens, à cet endroit, il y a plus de ci, à cet endroit, il y a plus de ça. Bon voilà, vous voyez, et si je suis, je ne sais pas, agricultrice, je vais peut-être essayer de voir est-ce que cette terre, elle est arable, est-ce que je peux faire ci ou faire ça, est-ce que... vous voyez, et donc ce paysage, en fait, il a tellement en fait, de manières d'être vu. Et si je suis peintre, je vais peut-être justement essayer de capter cette beauté, les couleurs, les lignes. Si je suis photographe, je vais capter les lignes. Voyez, donc je crois que c'est vraiment important en fait de vraiment saisir la diversité des approches qui peuvent être proposées lorsqu'on s'intéresse à la nature, au paysage qui nous entoure. Parce qu'avant d'aller vraiment dans le détail de ci ou de ça, d'une plante, d'un animal, peut-être qu'on doit d'abord comprendre que tout ça s'est entremêlé et qu'on ne peut pas regarder les choses sans tenir compte de cette systémie finalement. C'est un système, c'est un écosystème. Et il y en a divers, il y a énormément de biomes différents, donc c'est toujours intéressant d'aller creuser tout ça. Mais il ne faut pas oublier que tout est intercorrélé, tout est en lien avec avec tous ces autres points d'observation. Voilà, donc j'avais noté quelques trucs. Évidemment, voilà, on peut regarder la géomorphologie, on peut regarder l'hydrologie, on peut regarder la climatologie. Donc ça, ce sont plutôt des éléments qui sont abiotiques. Ensuite, on peut regarder tout ce qui est biologie animale, tout ce qui est biologie végétale, tout ce qui est écologie, tout ce qui est agronomie, économie, ethnologie. Donc là, on est plutôt dans la sphère biotique. Et puis, on va regarder aussi la sphère anthropique, donc avec la sociologie, la technologie, l'urbanisme, et puis l'histoire. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent, ou en tout cas, qui sont des biais par lesquels on peut regarder un paysage, mais qui sont évidemment les points de construction de ce paysage. Un paysage se construit au travers de toutes ces matières, de toutes ces disciplines.
Enfin, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de juste vous dire ça, qu'il y a différentes approches pour voir un paysage, pour le lire, pour l'observer, pour l'étudier, pour entrer dedans. Et évidemment, tout ça se décline au fil du temps, se décline au fil des événements de la vie de ce paysage en fait. Parce qu'un paysage, c'est presque un être à part entière, c'est-à-dire qu'il a une vie. Il se développe, il évolue, il est frappé parfois par des événements particuliers. Et puis il est surtout en corrélation avec le reste du monde, avec les autres paysages. Voilà, bon, j'espère que je vais m'arrêter là, voilà, pour aujourd'hui. J'étais dans mon champ, à côté de la maison. Mais j'avais juste envie voilà, de vous dire ça parce que, évidemment, puisqu'il y a tant d'approches pour lire les paysages et pour s'approcher de la nature, eh bien, je voulais juste vous dire que je ne vais pas me limiter à une seule approche. Je ne vais pas me limiter à juste de la botanique ou juste l'étude de ci, de ça, nanana. Non, je vais essayer de vous parler avec mon cœur au fur et à mesure des choses qui me semblent intéressantes concernant la nature. Et évidemment, j'ai fait déjà une entorse, entre guillemets, et c'est fait exprès, hein, au fait que je vous ai dit qu'on allait étudier ce qui se passe autour de Bages. Mais évidemment qu'on fera des entorses parce que on ne va pas se cantonner à un seul lieu. Et si je vois des choses qui nous intéressent ou qui me parlent dans d'autres zones, eh ben, on ne se privera pas d'y aller, quoi. Ou on ne se privera pas de s'asseoir dans l'herbe pour parler. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaît, que ça vous donne envie. Et puis moi, je vous remercie de vos présences. Et je vous dis à très vite pour de futures capsules comme ça, concernant la nature, les paysages. Et puis tout ça, voilà. Bisous, bisous, plein d'amour.